tous. Bon, très heureux d'être là. On va essayer de faire. Donc, je vais essayer de présenter l'ensemble. S'il y a des questions, Eva répondra sur des sujets que je n'aurais pas maîtrisé suffisamment, parce que je fais un peu moins de sciences depuis quelques temps. Donc, je vais vous proposer le projet Perceval. Donc, Perceval, c'était pour perception visuelle de la qualité de l'air. C'était un projet exploratoire qui liait un certain nombre de laboratoires, hein, cinq départements, soit d'enseignement, soit départements d'enseignement d'école des ponts et composantes de recherche de UPEC et UGE. Et je vous avais présenté, lors de la dernière journée scientifique à l'automne dernier, j'avais présenté le contexte. Donc je ne vais pas représenter le contexte, donc je vais partir assez brut de décoffrage. En fait, ça se situe dans une initiative, donc c'est un projet ADEME. Alors c'est un projet dans un projet. Voilà. Donc en fait, dans le cadre d'un programme national qui s'appelle ITECOP, donc c'est un programme qui travaille sur paysage et biodiversité, c'est un programme de recherche du ministère de la Transition écologique. Et donc nous, j'avais déposé un projet IPAVIA qui avait été sélectionné en 2020 pour ce qu'ils appellent IPAVIA pour infrastructure, paysage et visibilité atmosphérique. Et donc je suis financé très marginalement pour développer un programme de recherche sur l'enjeu de visibilité atmosphérique, infrastructure de transport. Donc l'idée, c'était de faire un parallèle entre les programmes de monitoring, notamment le programme IMPROVE, qui existe dans les parcs nationaux américains, et d'aller finalement développer un réseau de monitoring de la qualité de l'air par l'observation du paysage. Donc l'idée, c'est d'observer de manière opportuniste des capteurs, donc que ce réseau d'observation soit le plus bas coût possible. Pourquoi ça intéresse ? En fait, les polluants, alors ils ont différents effets. Ils ont des effets notamment d'acidification des milieux qui impactent la biodiversité. Ils impactent le paysage, la sécurité routière, par exemple, parce qu'ils développent plus de brouillard, par exemple. Et aussi, alors c'est l'image en bas à droite, des enjeux de taille de gouttelette et de forçage radiatif des nuages et d'enjeux sur finalement des incertitudes sur la connaissance de la pollution, sur le forçage radiatif des polluants. Et donc, c'est des paramètres importants pour le GIEC, pour ces simulations sur le changement climatique. Alors, le projet Perceval, dedans, il proposait 4 tâches dans le développement de ce programme. Donc, lui était plus court et il visait spécifiquement 4 tâches. D'une part, développer un panorama international sur le sujet de qualité de l'air, visibilité atmosphérique. Deuxièmement, de mettre au point des prototypes d'observation par IA de la visibilité atmosphérique. Troisièmement, de regarder comment ces observations directes se comparaient à de la simulation numérique de la pollution à l'échelle régionale. Et quatrième tâche, c'était de proposer des pistes d'action publique pour voir comment opérationnaliser ce type de réseau d'observation. Alors la quatrième tâche, on va aborder les 3 premières. La quatrième tâche qui était en lien avec le pôle d'action publique de l'école des ponts n'a pas pu se faire parce que ça prévoyait une mission d'échange avec l'université du Colorado. Et comme voyage aux États-Unis, c'était un peu compliqué dans la période du projet. Donc, ce n'est que partie remise. Voilà. Donc, première tâche, ça j'avais déjà présenté, mais donc c'était un stage de M2 en droit de l'environnement mené avec l'UPEC, donc le MIL, sur une comparaison des législations européennes et américaines sur la qualité de l'air. Et en fait, ce qui a permis d'être très très riche comme travail de M2, donc de Madame Mirzayan. Et ça a pu finalement aboutir au fait qu'on avait déjà une législation qui pouvait accueillir notre proposition. Et donc, il n'y avait plus qu'à développer, entre guillemets, les outils.
pour faire simple. Et donc, on n'a pas de problème législatif, il y a juste une notion plutôt d'explication et d'aller convaincre des acteurs, donc d'action publique pour y aller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en quelques termes? Voilà, on avait ce schéma qui un peu illustrait le sujet, c'est la mesure de la visibilité atmosphérique quelque part, donc horizontale, c'est-à-dire si on a une caméra, vous voyez une caméra en haut de l'immeuble, à droite dans l'image, eh bien en fait elle mesure l'impact de différentes silos réglementaires. Par exemple, si on prend l'exemple qu'on avait étudié en particulier, l'ammoniac, les émissions d'ammoniac ne sont pas réglementées dans la réglementation actuelle, dans les directives actuelles, et se pose la question de la réglementer, puisque c'est un précurseur de PM2.5, et ça peut avoir des origines de type feu de forêt, feu de qui couve, ça peut avoir des origines agricoles, ça peut avoir des origines d'élevage, et ça a aussi des origines du trafic. Et en fait, les réactions chimiques entre ces différentes sources sont des sources de nitrate d'ammonium, donc de PM2.5. Et donc, finalement, observer la visibilité et comment elle évolue dans le temps, c'est une manière d'évaluer, d'un point de vue politique publique, une politique nationale, qualité de l'air, transsectorielle, voilà, au sens la politique nationale, qualité de l'air. Donc on se dit, ben, c'est bon, on a compris ce qu'il fallait faire, maintenant développons les outils. Et donc il y avait une deuxième tâche qui aujourd'hui est en cours, donc de mise au point de dispositifs d'observation par imagerie numérique. Et donc il y a deux travaux, donc un stage de M2 de Ahmed Fadlaoui qui est ici, avec nous aujourd'hui, et une deuxième approche, donc lui est plutôt sur apprentissage, comment on peut aller, finalement, par deep learning, pour faire simple, corréler l'apparence d'image et les polluants avec des données externes de type station météo ou station air parif. Et une autre approche plutôt directement fondée sur les images, une compréhension plutôt a priori des effets des polluants sur les images et par analyse d'images, détecter d'éventuels polluants. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, hein, est-ce qu'on est capable, vous voyez les images dans les parcs nationaux, est-ce qu'on est capable d'aller corréler le changement d'apparence dans les images dans les parcs, par exemple, aux États-Unis, entre l'image de gauche et l'image de droite, par quoi c'est provoqué? Et donc, on peut se dire, oui, on le voit. Donc, ça veut dire que, même si on ne comprend pas ce qui se passe, peut-être que par apprentissage, on peut faire quelque chose. Alors, il se trouve que sur le toit du bâtiment Bienvenue, on a une caméra couleur avec une station météo et on a des données RPARIF. Donc, vous voyez ici, c'est l'image du bâtiment Bienvenue où on est capable de reproduire ce qui se fait dans les parcs nationaux américains. Et donc, les objectifs, c'était de prototyper une petite plateforme à base d'IA pour aller observer ces images et implanter un modèle fondé sur du deep learning pour aller mettre en œuvre une première version une version d'état de l'art de mise en œuvre. Voilà, pour faire un premier prototype qui aurait vocation à se répliquer à petite série pour le faire obtenir plus de données quelque part. On est dans un problème de chicken egg. Si on ne commence pas, on n'a pas de données. Si on n'a pas de données, on ne peut pas mettre à point le modèle. Donc on est vraiment dans l'initiation. Donc la méthodologie poursuivie, c'était de construire une base de données en combinant donc, nos données propres avec celles d'AirParif et d'aller timestamper en fait, ces données pour être capable, et d'aller évaluer les capacités d'un réseau, par exemple convolutif de type CNN, à rendre compte des données d'AirParif grâce à l'apparence des images. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas aujourd'hui, donc ça c'est un sujet à explorer, on n'a pas vraiment de données de référence de pollution proches ici sur le site de données PM2.5. On a des données, des stations météo envisagées, mais on n'a pas exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des stations RPARIF ou des stations météo qui sont dans l'axe de la caméra, et on essaie de corréler, de fixer une zone d'intérêt sur cette station météo,
puisque quelque part, elle est dans la station météo, est dans l'image. Et donc, on vient corréler avec, finalement, lors de pics de pollution, hein, on va essayer de voir si l'apparence des images se corrèle bien avec ce que donnent ces stations météo. Et donc là, ça devient technique, mais moi, les réseaux convolutifs, les réseaux d'inception, les niveaux, je ne maîtrise pas. Donc si vous avez des questions très techniques sur Deep Learning, Eva répondra. Mais grosso modo, on arrive à l'objectif même bien, hein, à bien prévoir, finalement, grâce au Deep Learning, les niveaux de pollution. Alors, deuxième approche, donc vous avez une approche autour du deep learning, on ne connaît pas ce qui se passe, mais on arrive à le comprendre avec une boîte noire. Autre approche, par image directement, c'est que comme finalement ce qu'on sait, c'est que les polluants changent l'apparence, finalement la brume de pollution, sa couleur varie en fonction du type de polluant, ben, pourquoi on ne détecterait pas directement la brume dans les images? Donc vous avez ici ce qu'on appelle l'inférence du voile. Donc là, c'est plus de l'analyse d'images. On vient restaurer des images, on vient détecter la brume dans les images. Et l'idée, c'est ensuite, si on a une référence, on vient comparer l'image de référence avec la brume et on vient introduire des métriques, soit du filtrage, selon une école, l'école du collègue Jean-Philippe Tarel, soit par la morphomate, on vient finalement caractériser la couleur de la brume et pour finalement avoir des idées de ce que c'est. Et comme on a la base de données, on va pouvoir... Donc là, c'est un stage de M1 qui se poursuit. Donc on explore cette solution. Troisième tâche aujourd'hui, donc là c'est un travail de thèse, donc c'est établir le cadre d'une comparaison d'observations et résultats issus de modèles de transport de pollution atmosphérique à l'échelle régionale. Donc Perceval ne finançait pas de thèse, il finançait un peu de fonctionnement pour une thèse au LISA. Et donc là, cette fois-ci, c'est assez complémentaire parce que nous, on regarde la visibilité comme ça, comme un humain. Avec nos caméras, on mime, dire bah oui, on voit cet objet-là, on voit un phare, on voit un immeuble, donc la visibilité à tant de kilomètres, puisqu'on voit l'objet. Mais en fait, les gens du LISA, eux, ils regardent la visibilité, mais verticalement. Ils comparent, en fait, ils font une analogie entre ce qu'on appelle la densité optique, qui est un paramètre de description de la charge de l'atmosphère en polluant, qui donne finalement un paramètre sans dimension pour caractériser la pollution de l'atmosphère. Et ça, on peut, par des formules, donc vous voyez, alors dimensionless, je ne suis pas d'accord, moi, enfin bref, je ne vais pas changer le slide du doctorant, mais je pense que là, bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, la visibilité, c'est métrique, et donc, quelque part, on peut convertir la densité optique en mètres. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, cette approche des sciences de l'atmosphère se compare bien au traitement du signal à l'instrumentation. Et ce que fait le doctorant en plus, c'est que pourquoi il fait ça? Alors vous voyez le schéma, vous voyez, c'est le schéma de la campagne de mesure qui est fait avec le CNRS cet été pour monitorer la pollution liée aux îlots de chaleur. Là, vous voyez, là c'est la forêt de Fontainebleau, là c'est la région parisienne. Ça se compare très bien avec le schéma que vous avez montré tout à l'heure. Donc on travaille, on arrive à se comprendre, voilà, ce qui est déjà pas mal. Et donc grâce à de la simulation cette fois-ci des particules, donc eux ils descendent au niveau moléculaire, au niveau de réaction chimique, et avec le modèle chimère de simulation, ils arrivent finalement avec un certain nombre d'hypothèses à simuler la visibilité atmosphérique à l'échelle régionale. Voilà. Donc on voit qu'on est capable demain d'avoir à disposition un outil de simulation qu'on va pouvoir combiner. Voilà. Donc voilà un peu les principaux résultats. Alors clairement aujourd'hui on a raisonné un peu par silo. Le Covid n'a pas aidé à beaucoup se voir, mais on voit que... Puis j'ai pris d'autres fonctions, j'ai un peu moins... Je pensais faire de la recherche un peu plus, puis j'ai fait un peu moins que prévu. Mais quand même, il y a
il y a vraiment du potentiel. Je pense que là, c'était intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que la perception visuelle et la qualité de l'air, qui est un sujet relativement inexploré en France, c'est assez pluridisciplinaire et ce qu'on a pu faire avec l'appel à projet de la commune, on n'aurait pas pu le faire dans un appel à ANR parce que finalement, c'est assez exploratoire. On prend le terme, on prend toutes les disciplines et on regarde ce que chacun peut apporter au sujet. Voilà, avec différents points de vue, en droit de l'environnement, en instrumentation mesure, traitement d'image et en simulation des transports de polluants. Mais c'est pas fini, je pense qu'il y a encore, je vous ai parlé du programme IPAVIA, hein, où on a jusqu'à 2025 pour un peu rendre la copie à l'ADEME. Il y a encore un certain nombre de perspectives, au-delà de poursuivre, de terminer ce qui a été fait, qui est de penser vraiment l'action publique, mettre en œuvre un tel réseau. Alors, à quoi ça a buté? Ça a buté sur l'équation des États-Unis. Puis l'accueil des stagiaires. C'est-à-dire, l'idée, c'était de prendre un jeune corsard de l'école des ponts, mais il fallait lui trouver un bureau, soit à la Tour Sequoia, au ministère de la Transition écologique, mais il n'y avait personne. Soit c'est l'accueillir à l'ADEME. Il faut négocier des bureaux à l'ADEME pour essayer de travailler cette question, mais on ne désespère pas. Il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est trouver des économistes qui sont intéressés sur la modélisation de la visibilité atmosphérique, considérée comme un service écosystémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'habite sur un terrain où je vois que de la pollution, finalement, mon terrain a peut-être moins de valeur que si la qualité s'améliore, et puis d'un coup, je vois le paysage, je vois une montagne, etc. Et donc, par ce mécanisme, finalement, comparer le avant-après la pollution et la valeur du terrain, par exemple, ça peut donner une valeur économique à la visibilité atmosphérique. Et donc, des collègues de l'ESPI, École supérieure des professions de l'immobilier, qui est intéressé pour explorer cette question, parce que voilà, on voit bien où est le nerf de la guerre. Voilà. Et c'est aussi, si on améliore le paysage, ce n'est pas uniquement un gain sur la valeur du terrain, ça peut aussi être un nudge, c'est-à-dire qu'un argument pour aller changer les comportements. Regardez, il faut moins polluer parce qu'on verra mieux tel paysage. Voilà, toutes ces compétences, on sent, alors ces compétences avec un C, je l'ai vu, sont a priori présentes plus ou moins proches de la commune, et donc il va encore falloir gratter encore un peu pour identifier ces pépites. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc avec Eva, on se tient à votre disposition si vous avez des questions.